je voyais avec des yeux de l'enfant que j'aurais pu être, je voyais de la salle de classe la maison que nous habitions comme étant la maison de mes parents. Et je prêtais à Cécile, elle aussi, d'être née dans ce village, presque dans cette maison, de faire de Cécile à la fois ma sœur et ma voisine. Et je nous voyais arrivant le matin tous les deux avec nos deux bûches sous le bras, le petit cartable à la main, et l'instituteur prenant nos bûches et les empilant avec les autres. Nous aurions pu, pendant la classe, jeter un coup d'œil vers la maison des parents, voir le père sortir les vaches et les conduire à l'abreuvoir, la mère avec des seaux les laver dans la cour au robinet que Cécile utilisait pour arroser les plantes du jardin. La mère utilisait le même robinet pour arroser son jardin. Il y aurait eu les mêmes choses et des choses qu'il n'aurait pas faites. Par exemple, moi, le saloir, quand nous sommes arrivés à la cour, je l'ai transformé, sur conseil de Cécile, comme une sorte de grande jardinière. Jamais un cultivateur n'aurait transformé un saloir en jardinière. Un saloir, même s'il ne sert plus, ça reste un saloir. Je voyais, quand j'allais chez Georges au bistrot, la viande mise en saumure, rose et déjà un peu marron, tournée et retournée dans du sel, qui lentement fondait et qu'il venait lui éponger avec une serpillière. Il rajoutait du sel, il retournait sa viande. Et il avait vu, lui, dans le jardin, au pied de la porte de la cave, l'ancien saloir. Mais pour lui, c'était pas l'ancien saloir, c'était c'est le saloir que vous avez mis là. Et de cette sorte de grande jardinière que nous avions voulu avec le saloir, on s'était rapidement rendu compte que la flotte, quand elle tombait, noyait les plantes parce qu'il n'y avait pas d'évacuation possible. Et il était hors de doute que personne n'accepterait et que même nous n'oserions pas demander à quelqu'un de percer un trou dans le fond de ce saloir pour que les plantes ne soient pas noyées par l'eau qui tombait des jours et des jours durant. Alors on avait dû changer nos armes d'épaule et vider le saloir de sa terre, de ses plantes, le retourner. C'était un immense bloc de pierre qui devait faire dans les 100-150 kilos. J'ai retourné ça et il était devenu comme un cube ou pas loin d'un cube de pierre bien taillé. On voyait encore toutes les traces du martelage. Et il était là. C'est là-dessus que, comme un socle, que Pompon aimait beaucoup se poser, regarder en direction de la cuisine, et particulièrement si les fenêtres étaient fermées, pousser son cri un on, pour attirer notre attention et faire que l'on vienne lui ouvrir la chatière pour qu'il monte, prendre son petit repas, se reposer sur son fauteuil et se retirer à nouveau. Lui, Georges, quand il était venu, on lui avait prêté un petit bout du terrain pour qu'il mette des patates et on avait conclu ensemble un marché. Je vous prête le terrain, vous semez les patates, enfin vous plantez les patates, et à la récolte, on fait moitié-moitié. La moitié que vous me donnez correspond au prix du terrain que vous auriez eu à donner si vous l'aviez loué. Il était juste à côté de chez lui, il était d'accord, il avait fait ça. Alors, il était descendu par les marches qui menaient au jardin, puis il était tombé en arrêt devant le saloir. Il a dit, mais ça, c'est le saloir. Oui, oui, c'est le saloir. Mais pourquoi vous le mettez dehors? Il doit être dans la cave. Il était dans la cave. Je vais vous dire où il était avant. Et puis il voulait me montrer, rentrer dans la cave. Et d'après lui, il n'était pas
enfin, il ne lui venait pas à l'idée que le saloir puisse rester dehors. Un saloir, ça reste dans le noir, dans l'humide. C'est pas là. Et puis alors, il avait la tête en bas, le saloir. Le trou, le trou, on le voyait pas, mais lui, il le voyait, le trou. Il disait, pourquoi vous l'avez foutu dans ce sens-là? Écoutez, c'est parce qu'on s'en sert plus comme saloir. Nous, on ne fait pas de salaison. Enfin, on n'a pas de cochon, on n'a pas de choses. Mais vous êtes en train de l'abîmer. Il y a le soleil qui va le chauffer l'été, il y a le froid qui va le glacer l'hiver. Il est foutu, le saloir. Il faut le donner à quelqu'un si c'est pour le mettre comme ça dehors. On l'a mis dehors, on avait voulu mettre des plantes dedans. Mais ça va pas. Vous n'allez pas mettre des plantes dans un saloir. Mais si on peut mettre des plantes dans ce qu'on veut, monsieur Vuchet, il était là. Le propriétaire, quand il a vendu la maison, il a laissé le saloir. Et le saloir, on s'en servira jamais, donc on s'en sert en autre façon. C'est pas grave, ça. Il y a bien des tonneaux de vin qu'on prend, et puis il y a des gens qui foutent de la terre dedans. Mais c'est des cons, ils ont pas à foutre des plantes dans des tonneaux de vin. Si le tonneau, il est foutu, il faut le réparer. Puis s'il est vraiment foutu, il faut le brûler. Mais on met pas des plantes partout. Qu'est-ce que c'est que ces combines? Bon, enfin, le saloir est toujours resté dehors, dans le milieu de la petite courette qu'il y avait, servant de socle jusqu'au bout. Jusqu'à notre départ, le saloir restait là. Un soir, c'était, disons, la dernière année à la cour, nous n'avions toujours pas dit et annoncé à Griot, ni à Dupont, ni à Jean-Marie que nous allions partir. On a sonné à la porte. J'étais sûr que ça ne pouvait être que Griot. Et j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite dit bonjour Marius. Et il n'avait pas la tête habituelle que je lui connaissais. Hein. Marius m'a dit je peux rentrer. Je lui ai dit mais bien sûr, rentre. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème. Mais viens. Qu'est-ce qui se passe? Alors il est allé jusqu'à la cuisine. On a mis 2 verres sur la table. On a versé du vin. Et puis je lui ai dit je t'écoute. Et il me dit on est emmerdé. Une seconde, quand il était entré en disant on a un problème, je croyais que c'était une façon détournée pour lui de parler de ce que l'on n'arrivait pas à lui dire. Parce que maintenant, je connaissais bien Marius, ça faisait bientôt 12-13 ans qu'on était dans le village, et au moins une dizaine d'années que je le voyais. On avait un peu affiné les choses tous les deux. Lui aussi devait savoir que quand je m'arrêtais chez lui, c'était pas toujours pour prendre des œufs, mais c'était pour faire un brin de causette et l'amener à ce que je voulais l'amener à entendre. Et puis il en faisait tout autant avec moi. Nous étions là, Cécile et moi, nous nous regardions un peu et elle aussi avait compris que c'était peut-être pas la question qu'il avait décidé enfin de poser. Moi, je trouve que vous devriez le dire. Non, on s'est regardé, j'ai un peu tiré les yeux en hauteur, et puis elle a fait un petit signe de la tête, l'air de dire oui, il y a quelque chose. Marius va dire quelque chose. Et Marius a bu un verre, m'a dit alors donne-moi encore un. Alors c'était vraiment les préparatifs pour dire quelque chose qu'il avait sur le cœur. Comme c'était long à venir, je lui ai tendu le tabac. Et puis, très amicalement, je cherchais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. J'ai pensé qu'il y avait encore un emmerdement avec un de ses gosses. Il avait 5 gosses et sa femme était un peu dépassée par tout ce qu'il pouvait faire. C'était des enfants que l'on disait très difficiles. Et c'était pas la première fois qu'il y avait des dérapages avec les 2 grands. Et j'étais persuadé que c'était dans cette direction-là qu'on allait se diriger et qu'il allait nous envoyer quelque chose. Et en même temps, pendant qu'il buvait son verre de vin que je remplissais dès qu'il était vide, à ce taux-là, Marius, dans une demi-heure, il serait noir.
qu'il roulait sa cigarette, qu'il ne parvenait pas à bien la rouler, alors il la recommençait. Je revenais un tout petit peu en arrière et je l'imaginais avec moi dans la classe. Si j'avais été deux fils du paysan d'eux, habitant la maison d'en dessous, lui, Griot, aurait pu être aussi, puisque moi, j'étais pas né là. Je pouvais aussi le faire naître là, et Griot aurait été Marius, fils de Paul, né à la cour, et comme on était conscrits, ben, on aurait été dans la même classe, on aurait même suivi la même année. J'aurais peut-être eu Griot comme voisin de banc. Et j'avais pas envie de sourire devant lui puisqu'il préparait sa phrase, ça se voyait. Mais j'avais quand même envie de lui taper sur l'épaule et de lui dire, écoute Marius, tu sais à quoi je pensais. Et puis tout à coup, ça a été plus fort que moi, je l'ai fait. Je lui ai dit, Marius, bon, tu vas nous dire quelque chose. Il y a un os, hein, tu vas le dire. Une seconde. Allez, on reboit encore un canon tous les deux, et puis après on attaque. Mais je vais te dire quelque chose. Tu sais à quoi je pensais? Ben, je pensais que toi, tu aurais pu être né à la cour. Oh, t'es fou! Moi, jamais. Moi, je suis né de Breno. Je suis pas de ce con de village. Non, non, mais t'aurais pu. Écoute, t'aurais pu, hein? T'aurais pu. Tu peux pas. Tu peux rien faire si ton père et ta mère avaient habité à la cour. Mais jamais. Mais admets. Tu peux admettre? Non. Enfin, bon Dieu. Moi, je suis en train d'admettre que mon père et ma mère auraient pu habiter la cour, et moi, j'aurais pu naître à la cour. Alors, si je peux l'admettre, c'est que tu peux l'admettre. Ah bah toi, oui, mais moi non. Et pourquoi toi non? Ah, parce que dans ce village-là, il n'y a que des cons. Mais il n'y a pas que des cons, il y a des cons partout. Alors, tu peux pas te battre comme ça. Et tu t'imagines qu'à Breno, il y avait des types bien. Mais moi, j'habitais pas vraiment Breno. Ben, je sais, t'habitais dans une ferme. T'as toujours été un sauvage, toi. Bah toi aussi, t'es un sauvage. Ah oui, ça t'as raison. On est deux sauvages. Bah, c'est pour ça que tu parles pas aux autres et puis que moi, je parle pas non plus aux autres. Bon, alors, je peux te dire ce que j'étais en train de penser? Puis après, tu me dis ta chose, hein? Alors, j'ai regardé Cécile, j'ai fait un petit clin d'œil. Ça avait un peu détendu l'atmosphère. Ça ne nous déplaisait pas. On savait qu'on allait avoir une histoire derrière. Vraiment, j'étais loin de penser à ce qu'il allait nous dire. Mais je lui ai dit, tu vois, je me disais, Cécile est née au village. Moi, je suis né au village. La maison de mes parents, c'était celle-là. Tu vois, la cuisine où on est, bah, c'était la cuisine de ma mère. T'es fou, jamais une cuisine. La cuisine, c'est dans la pièce d'entrée. Et d'une, qui me dit. Là, ici, bah, ça aurait été la chambre de ta sœur ou de ton frère. Tu vois, du plus grand, celui qui pouvait aller vers les bêtes. Parce que ici où tu as un placard, bah, c'était pas un placard avant, ça je peux te le dire. Bah, c'était quoi? Bah, c'était une porte qui allait vers les veaux. Et puis à la porte d'entrée, ça aurait été ta cuisine. Bah, t'as bien vu ton plafond, comment il est. T'as jamais pu le décaper, ton plafond. Non, c'est vrai, il est tout noir. Eh ben, il est tout noir, pourquoi? Parce que sans arrêt, on y a fait la soupe aux choux pour les cochons, pour les veaux, on a fait les pâtés, on a fait tout ça. Puis on a fait la bouffe pour les bonhommes. C'était la cuisine, ça a toujours été la cuisine. La première pièce, c'est la cuisine. Bon, bah alors disons, la première pièce était la cuisine. Alors là, ici, tu aurais été dans ma chambre. Alors là, t'es dans ma chambre ou t'es dans la chambre de mon frangin. J'avais un frangin. Bon, je suis né à la cour. On aurait été à l'école ensemble. T'as déjà pensé à ça? Jamais. Bon, bah tu peux penser une seconde à ça. On aurait été tous les deux peut-être sur le même banc. On aurait eu le même pion. Et puis la Cécile, ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être ta sœur, ça aurait pu être la sœur de Jean-Marie. Elle aurait été dans le coin des filles. Et puis on l'aurait regardé de temps en temps. Puis on aurait fait des tours de compte tous les trois. Et puis tous les quatre, parce qu'il y aurait eu aussi Dupont. Ah bah t'es fou, Dupont, il est beaucoup plus vieux que nous, dit. Bon bah on aurait eu Dupont comme vieux. Ça aurait été déjà notre vieux. Et puis Jean-Marie, oh bah Jean-Marie, on n'y aurait pas causé, dit Marius. On n'y aurait pas causé. Pourquoi on n'y aurait pas causé? Peut-être qu'on n'aurait pas été comme tout le monde, tout tordu que vous êtes là-dedans. On se serait peut-être tous un petit peu parlé. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah rien, je voulais te dire ça, Marius. Je voulais te dire que j'avais pensé, et puis c'est pas tellement absurde, que je pourrais être un Lacousien. Bah oui, tu pourrais être... ouais, oui, mais alors, il me regarde, puis il regarde Cécile, puis il dit, il y a quelque chose à quoi t'as pas pensé. Ah oui, et à quoi que j'ai pas pensé? Bah si t'étais né ici, eh ben tes gribouillages, bah tu les aurais jamais fait. Et pourquoi j'aurais pas fait mes gribouillages, Marius? Parce que tes gribouillages, eh ben tu les aurais jamais fait.
Ah, parce que tu crois qu'à la coup, on peut pas faire des gribouillages si on est né à la coup. Ouais. Je crois que Cécile, il lui dit, puis il la regarde. J'ai raison. S'il était né à la coup, Fred, il aurait jamais fait ce qu'il fait. Et Cécile, j'ai vraiment senti qu'elle était sur le point de pleurer. Il tombait pile dedans. Et ça, c'était Marius. Marius, il avait de... C'était pas extraordinaire ce qu'il était en train de dire, mais lui, il aurait pu faire des gribouillages, ça, j'en étais certain. Bon, alors, la chose étant dite, je rajoutais que je me voyais bien arriver avec des bûches. Oh, il me dit, ouais, avec des bûches. Toi, ça te fait comme ça, hein? Mais tu sais, c'était pas toujours rigolo. Puis d'abord, moi, les bûches, mon père, quand j'allais là-haut à Breno à l'école, fallait d'abord que je me fasse mes 3 kilomètres. Hein. Je bouffais à midi chez une tante qui était à Breno. Mais je descendais tout le matin dans la neige ou pas. Hein. C'était pas le père qui me descendait. Hein. Et puis le soir, quand il y avait de la neige et puis que ça glaçait, et puis que j'avais une pèlerine, hein, et ben je tapais dessus, ça craquait. Tu vois, comme du journal. C'était tout gelé, que j'avais mal à la tête. Et ben je descendais avec mes bûches. Après, j'avais dit au père, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Parce que moi, je peux pas avec mes bûches. Hein. Ça fait trop lourd à porter. Et alors mon père, il avait été d'accord. Il avait laissé chez sa sœur, ma tante, il avait laissé un tombeau de bûches. Et puis tous les matins, eh ben, je passais par la tente, je ramassais mes 4 bûches. 4 bûches. Moi, j'ai dit, mais écoute, Marius, je croyais qu'on montait avec 2 bûches. Non, c'était 4. Et puis pas des petites. Et puis mon père, lui, il voulait jamais montrer qu'il était malheureux. Alors il me faisait porter des bûches. Putain, si t'avais vu ce que c'était, dit des morceaux. Mais je croulais là-dessous. Et puis les autres, plus ils étaient riches, plus les bûches étaient petites. Et moins l'instit, il leur disait des trucs. Oh, mais tu sais, faut les connaître. Non. Toi, tu vois ça comme ça. Tu vois le village à la cour. Ça fait des années que vous êtes là. Les gens, ils vous parlent pas. Ils vous diront jamais ce qu'il y a. Si moi, je te disais ce qu'il y a eu. Comment tu le sais, puisque tu n'es pas d'ici? Ouais, bah, c'est la Janine qui m'a expliqué. Et puis le vieux, le Maclay, lui, il sait tout, il connaît tout. Il y en a eu des trucs dans le village. Tu peux pas savoir. Il y en a partout, dans les maisons, dans vos villes et tout ça, c'en est rempli. Mais ici, c'est pire qu'ailleurs. Tu peux pas savoir. C'est vraiment le bout du monde. J'ai dit, ah, ça y est, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Moi, je vais te dire que je l'appelle autrement, ton village. C'est pas mon village. Oui, mais enfin, le village, je l'appelle pas le bout du monde. Je dis que c'est le village noir. Il m'a regardé, m'a dit, bah, t'as raison. Bah, moi, je vais le dire, ça, maintenant. La coup, c'est noir. Et ben, je lui ai dit, écoute, alors maintenant, ça y est. Maintenant, on s'est dit tout ce qu'on voulait se dire. On a bu des bons petits canons. Alors, tu y vas? Pourquoi t'es venu? Alors, il a poussé un grand soupir. Et puis, il a dit, voilà, il y a 2 problèmes. Il y en a un avec le vieux. Il est malade. Maclay est malade? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a? Ben, il a craché du sang. Ah bon? Puis t'as fait venir le toubib? Ouais, puis le toubib, il est venu. Et puis le toubib, il dit qu'il faut qu'on le mène là-haut, à l'hôpital. Et puis qu'on y fasse les radios, qu'on lui fasse... Et puis qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon derrière ça. Ah. J'ai dit, tu vois, ça me fait penser que dans l'été, je crois, je l'ai entendu tousser depuis l'atelier là-haut. Tu vois, c'est quand même pas à côté. Je l'ai entendu tousser, mais comme quelqu'un qui serait en train d'étouffer et qui pousserait, mais vraiment comme un cri. Ouais, bah c'est ça, ça le prenait comme ça. Il étouffait, et puis d'un seul coup, il se mettait à tousser, et puis un jour, eh ben, c'est venu ça. Et puis ça faisait déjà un moment, il paraît que ça venait, puis qu'il ne le disait pas. J'ai pas voulu demander au toubib, tu sais, puis lui dire, mais s'il l'avait dit tout de suite, ça serait moins grave. Mais je me demande si ça aurait été moins grave, parce que tu sais qu'il a changé, le vieux. Hein, il est devenu plus maigre. Tu l'as vu, toi? Oui, mais comme c'était l'été, les paysans, ils maigrissent, et puis l'hiver, ils grossissent.
Ouh, il maigrit, le paysan, il maigrit pas beaucoup l'été non plus. Hein. Il maigrit un peu. Mais lui, il a beaucoup maigri. Avant, il faisait son sac de blé, et ben maintenant, il ne les fait plus. Hein. Oh, il fait un petit sac, hein, c'est tout. Oh, tu crois. Ah, Jean, parce qu'il appelait Maclay, son beau-père, Jean. Jean, il file un mauvais coton. Bon, écoute, il va aller là-haut, ils vont lui faire les examens, ils vont vous dire ce qu'il a, puis ils vont vous dire comment il faut le soigner. Ouais, si ça se soigne. Oui, si ça se soigne. Bah, t'as raison, tu peux aussi penser comme ça. Et puis alors, le deuxième problème, c'est quoi? Eh ben, ça, c'est le vrai problème, tu vois, Fred. Alors, dis-moi, c'est quoi le vrai problème? Eh bien, si le Jean est malade, et si le Jean, il a ce que je crois, eh ben, ça va être charogne, tu sais. Pourquoi? Ça va vous emmerder, ça vous emmerde déjà, mais elle le sait, Janine. Oui, oui, c'est justement elle. Elle quoi? C'est elle le problème. C'est elle le problème, Janine, parce que son père est malade? Ouais, ouais. C'est parce que Janine et son père, c'est pas comme l'autre sœur, tu sais. Tu sais, celle qui a la balme. Elle est gentille, elle aime bien son père, mais c'est pas pareil. Janine, c'était pas la préférée de Jean, mais un petit peu parce qu'elle était fragile quand elle était gamine. Quand elle allait à l'école, on la ramenait parce qu'elle avait des saignements de nez. Il s'y était encore un peu plus attaché. Puis tu vois comment elle est, la Janine. Hein. Et ben moi, j'ai peur que ma Janine elle soit malade si son père il est gravement malade, si son père il doit rester à l'hôpital. Tu vois, c'est ça. Oui, oui, je vois. Mais alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on essaye de faire? Oh ben non, je voulais d'abord te le dire. Bon, ben maintenant que tu l'as dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu veux que tu veux qu'on essaye d'en savoir plus, qu'on demande au Toubib qui va l'examiner, qu'on y aille tous les deux, puis qu'on lui dise, dites-nous ce qu'a le vieux. C'est ça que tu veux? Et puis tu veux qu'on le cache à Janine ou tu veux qu'on lui dise la vérité à Janine? Oh, je sais pas. Ce que je voudrais, c'est savoir ce qu'a le vieux, puis que ce qu'il a, ça ne soit pas grave. Oui. Écoute, quand est-ce qu'il doit se faire examiner et rentrer là-haut et tout? Demain. Eh ben, on va le mettre dans la voiture, on va aller le conduire tous les deux. Et puis, on va demander quand est-ce qu'ils font les premières radios, quand est-ce qu'ils font les examens, puis on ira tous les deux les chercher. Hein? Ou bien ils le garderont pour le soigner pendant quelques temps, ou bien ils nous le rendront, puis on le ramènera au village. Est-ce que tu crois que ça va comme ça? Puis d'ici là, ben, on verra bien. Janine, il faudrait que toi, tu arrives à lui parler, que tu lui dises... ben, on peut être malade, c'est pas pour ça que tout est foutu. Bon, Marius, il a dit qu'on allait faire comme ça, que le lendemain, on mènerait Jean, et puis qu'on verrait. Du coup, nous ne pensions plus à dire à Marius ou à Dupont ou aux autres que nous allions peut-être bientôt quitter le village. Il y avait Maclay hospitalisé à Hauteville, et tout le village ne vivait que sur Maclay, malade. Tout le monde se demandant qu'est-ce qu'il avait. Certains disaient, je sais ce qu'il a. Marius allant au bistrot et disant, oui, le vieux est malade, on va avoir les résultats bientôt. Et on est allé chercher des résultats. Et c'était une saloperie. Et il n'a pas eu besoin de le dire à Janine.
Jeannine le savait. Elle a seulement, tout doucement et petit à petit, comme avait dit Marius, commencé à décliner. Il était tombé sur la maison de Marius une sorte d'immense pèlerine, de grands sacs. Rien ne pénétrait à travers les murs, les portes et les fenêtres, la maison. C'est moi qui lui apprenais que alors la vache d'un tel était morte, qu'on était venu livrer l'engrais et que ça serait bon qu'il aille chercher la part qui lui revenait. Il vivait tout à fait refermé. Les enfants de Marius, qui étaient des enfants ébruillants et bavards et menteurs, ne disaient plus rien. Les griots s'étaient tus. Et Maclay, très peu de temps après, tombait dans le vide. On l'a ramené au village et on l'a enterré. C'était allé très vite. Et Marius portait sur son visage la peur. Quand j'allais chez eux pour chercher des œufs, mais j'avais toujours un œuf maintenant à aller chercher, il était là, roulant une cigarette. Elle aussi s'était mise à fumer, ou peut-être fumait-elle, mais fumait-elle jamais devant moi. Là, en tout cas, elle fumait. Elle roulait des cigarettes. Elle s'asseyait sur une chaise de façon bizarre près de la cuisinière. Elle était comme toujours en pyjama, du matin jusqu'au soir. Un pyjama souvent un peu sale. Elle s'asseyait sur le dossier de la chaise. C'est-à-dire, au lieu de s'asseoir sur le siège de la chaise, elle mettait ses pieds sur le siège et ses fesses en haut du dossier, près de la cuisinière, surplombant un peu la cuisinière, fumant ses cigarettes, ayant un paquet ou son paquet de tabac sur une étagère derrière le tuyau de la cuisinière, et faisant tomber les cendres, si possible, dans le petit trou du rond de la cuisinière. Et elle ne parlait plus. Jeannine, il m'a semblé qu'elle maigrissait. Marius lui servait un petit verre de vin. On échangeait quelques paroles. Elle me disait tout à coup, « Ah, vous vouliez des œufs? Oui, j'en prendrais bien 3. » Elle tenait un compte. À la douzaine, je les payais. Alors, c'était par 3. Elle faisait une petite barre. Et puis, quand il y avait 4 petites barres, elle me disait, c'est 100 balles. Elle me demandait jamais comment allait Cécile, alors qu'avant, elle le demandait. Elle avait vu qu'elle était fatiguée. Jeannine était déjà très loin du village. Et c'est quelques semaines après, alors que la neige avait fondu très rapidement, à la suite d'une pluie qui avait duré pas loin d'une semaine, d'une pluie qui avait commencé dans le froid, verglaçant tout, et qui s'était terminée dans une pluie presque chaude. Ça faisait fumer les champs. Elle avait nettoyé entièrement la montagne, la route, les arbres. Il n'y avait plus de neige accrochée aux branches, ce qui était le signe qu'elle ne retomberait plus, ou que si elle retombait, elle ne tiendrait plus. L'hiver était fini. Et je me disais, secrètement, notre dernier hiver aura été moins dur que les autres. Je prenais, non pas l'habitude, mais j'avais besoin, le matin de très bonne heure, de faire une sorte de courte promenade. Et un matin, m'étant réveillé très tôt, la nuit était encore là, je me suis habillé et j'ai pris la porte. Et au lieu soit de traverser le village et d'aller vers le cimetière, et maintenant que les choses commençaient à fondre,
de pouvoir revenir par un petit sentier, un peu boueux sans doute, mais pas encore entièrement rendu à la terre. C'était un petit sentier qui se trouvait au nord. Au lieu de passer par là, ce que je faisais quelquefois, et ce qui me permettait d'éviter les maisons, je suis allé, j'ai passé devant la maison du mutilé, j'ai tourné à droite, j'ai frôlé celle de Marius. Il y avait de la lumière déjà, alors qu'il n'y en avait encore nulle part ailleurs, sauf chez moi. Et j'ai pris la petite route de pierre qui montait sur le plateau près de la Vierge. Et j'étais parti avec mes cigarettes. Le jour allait se lever dans 1 heure au moins. Bientôt, on allait entendre les paysans ouvrant les portes, les bêtes appelées pour qu'on leur donne du foin, les premiers seaux être choqués les uns contre les autres, la fromagère et son mari sortir les grands seaux nettoyés pour recevoir le lait propre du matin. Je montais, je suis arrivé à la carrière, il y avait une ancienne carrière au milieu de la montagne. Le dépotoir du village était juste au pied de la carrière. J'aurais pu aller à gauche, ça m'aurait permis de voir le village dans le jour qui se levait, de jeter une pierre ou deux dans les gouffres qu'il y avait à la hauteur d'un lieu, enfin d'une portion de la route qu'on appelait le parapet, qui était un endroit où la route s'était effondrée complètement et où les hommes avaient, avec des sapins, avec des pierres, remblayé, soutenu et recréé le passage. Et il y avait juste derrière 3 ou 4 grosses entrées de gouffres, où dans l'une, une paire de bœufs aurait pu passer. Et j'avais ce besoin de vraiment me faire un petit peu peur en jetant des pierres et en entendant la pierre rebondir contre les parois et de petits paliers en autres paliers, estompant lentement le bruit, le gommant jusqu'à ce que enfin arrive le dernier choc, un paf très loin, qui sans doute était le fond ou l'un des fonds de ce gouffre-là, qui devait se trouver plus bas que le niveau du village. C'est-à-dire que c'était sans doute un gouffre d'au moins une centaine de mètres de profondeur. Je ne suis pas allé vers les gouffres. Je suis allé à droite, comme si nous allions à la Vierge par le chemin pas le plus plat, mais le moins pentu. Et je suis arrivé au plateau. Il y avait encore là quelques traces de neige. Et j'ai été pas seulement surpris, comme choqué, en voyant dans une des petites plaques de neige, enfin, de 2-3 mètres de long sur 2-3 mètres de large, qui était resté coincé entre 2 buissons et qui était en fait le passage pour monter vers la Vierge, là où se trouvait la statue protégeant ce village. J'ai été choqué de voir, le jour était presque là. Et puis la nuit, quand la nuit est presque terminée, les yeux s'y faisant, chaque degré supplémentaire dans la faible lueur qui se lève fait que le marcheur, enfin, multiplie la clarté et voit extrêmement bien. Et les contrastes sont tout à fait profonds, comme un crayon très noir, très gras, sur une feuille blanche, au milieu même de tout un tas de lignes très chargées et emmêlées les unes dans les autres, une tache de lumière donnée par un coup de gomme n'est pas plus claire et lumineuse qu'au même endroit
une tache de crayon gras très noir, du 5B par exemple, et rendant lumineux tout ce qui l'entoure, alors que la gomme rendrait, par la surface qu'elle aurait retirée, lumineux seulement la partie enlevée et noircirait la partie qui l'entoure. Et là, c'était des empreintes. Il y avait des empreintes dans la neige sur les 5 ou 6 mètres qui étaient l'étendue de cette neige. J'ai dû m'approcher, ne pas mettre mes pieds sur la neige, et voir que c'était des pas petits. Les chaussures ou les bottes avaient peut-être la grandeur, la pointure des bottes de Cécile. C'était donc une femme, c'était peut-être une femme, et j'ai pensé à ce moment-là que ça pouvait être Jeannine. Je ne suis pas allé dans la direction. Les pas indiquaient bien qu'on était monté vers la Vierge. J'ai reculé, j'ai laissé le sentier et je me suis comme embusqué, me mettant un peu à l'écart. J'ai attendu. Pendant tout le temps de l'attente, j'ai imaginé que c'était Jeannine et qu'elle était montée là-haut pour se jeter. Qu'elle préférait, maintenant que Jean, son père, n'était plus là, ne plus continuer à vivre. J'ai pensé qu'elle était montée là-haut pour vomir du sang. J'ai pensé qu'elle était encore enceinte et qu'elle s'était fait avorter, ou que c'était une manière pour elle, en forçant dès le matin de bonne heure à marcher, à porter, à prendre froid peut-être, à pouvoir avorter. J'ai pensé enfin qu'elle était peut-être malade elle aussi et qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Que c'était peut-être ça qu'elle indiquait sans le vouloir en s'asseyant de cette façon si curieuse, un peu à la manière d'un singe. Elle avait d'ailleurs une allure de singe dans son pyjama qui la moulait, qui la collait, elle était maigre. Et je m'étais même demandé, la voyant dans cette tenue-là, comment une femme comme ça pouvait plaire et attirer un homme. Et j'avais regardé Marius, et Marius qui la fixait, assise sur le dossier de sa chaise, les deux mains tenant une cigarette d'où encore sortait de la fumée qu'elle respirait. Marius la regardait à la fois tendrement, dans la tendresse il y avait certainement quelque chose d'amoureux, et tristement. Et je tournais tout doucement Jeannine, ce que je connaissais d'elle, les imitations que je faisais pour Cécile d'elle, puisqu'elle avait un palais défoncé, qu'elle avait une sorte de bec de lièvre, que continuellement une morve coulait de son nez, qu'elle avait de gros problèmes de ce côté-là. Et puis je voyais les 5 gosses qu'elle avait eus, dont 3 étaient des enfants un peu amochés. Les 2 filles étant les plus équilibrées. Et je n'ai pas vu repasser Jeannine. Je n'ai pas vu repasser Jeannine. J'étais resté là au moins un quart d'heure, 20 minutes. Je suis sorti de ma planque. J'ai pris en direction de la Vierge. Je suis arrivé à nouveau devant la plaque de neige. Il y avait des empreintes allant dans l'autre sens. C'est-à-dire que Jeannine était redescendue. Si c'était Jeannine. J'étais sûr que c'était Jeannine.
puisqu'il y avait les empreintes dans l'autre sens, c'est qu'elle ne s'était pas jetée de là-haut. Je descendais à mon tour à toute vitesse. J'arrivais au village, je contournais le monument, je passais devant la maison de Naillot, je jetais un coup d'œil chez Griot, il y avait la lumière. Il était peut-être 6 heures du matin. Il y avait de la lumière dans l'étable. Donc Marius était en train de traire. Les gosses n'étaient pas encore levés, peut-être que Jeannine était dans la cuisine. Je pouvais toujours passer dans l'étable et voir Marius. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans l'étable. J'ai dit à Marius, tu es là? Ah ouais, je suis là. Il a arrêté de traire. Puis il m'a dit, t'as besoin de quelque chose? Je lui ai dit, non, Jeannine est sortie de bonne heure ce matin. Et il m'a dit non. Tu l'as vu où? Non, je dis, je croyais, j'avais vu de la lumière et je m'étais dit, qu'elle était allée voir sa mère au-dessus, que vous aviez un problème, que... Non, Jeannine, elle est là. Moi, je me suis levé il y a 5 minutes. Ah bon, très bien. Jeannine sortait la nuit, le matin. Lui ne s'en apercevait pas. J'étais certain qu'elle était sortie plusieurs fois. Que c'était peut-être ce qu'elle faisait toutes les nuits. Certain aussi qu'il faudrait le dire à Marius. Mais je ne voyais pas comment dire ça à Marius. Et certain maintenant, à mon tour, que Jeannine avait quelque chose de mauvais. J'en ai parlé avec Cécile. J'aurais voulu en parler avec Dupont, parce que Dupont était un homme très calme, qui aurait pu être utile. Mais on ne parle pas d'un voisin à un autre voisin. J'aurais pu en parler avec Marius, mais on ne parle peut-être pas à un copain qui a lui aussi en tête certaines choses qui ne sont pas les mêmes, et du coup on lui en mettrait 2 de choses mauvaises dans la tête. Il fallait qu'il s'aperçoive de ce qui se passait pour qu'il m'en parle, ou qu'il aille quelque part avec Jeannine et qu'il en parle avec un autre. J'avais demandé à Cécile, est-ce que tu crois que si tu étais né dans le village, Jeannine est un petit peu plus jeune que toi, est-ce que tu crois que tu aurais fait de Jeannine une copine? Et Cécile m'a dit, ça aurait été possible, je n'aurais pas... j'aurais pas été ce que je suis, alors. D'ailleurs, même là, j'aime bien rencontrer Jeannine. Elle est intelligente, cette femme, tu sais. Mais oui, si j'avais été du village, sans doute que j'aurais eu du plaisir à avoir une petite copine comme Jeannine. Oui. Mais je voudrais te poser une question. Mais oui, vas-y. Ça concerne Jeannine? Non, pas du tout. Je vais te ramener directement dans notre problème. Franchement, est-ce que tu crois qu'on vendra cette maison? Ah oui, si c'est ça, je crois qu'on vendra cette maison. Ça y est, maintenant, le moment est venu, on va aller la mettre en vente quelque part. Non, mais elle sera vendue, tu n'as pas de... Je croyais que tu aurais pu me poser l'autre question, que tu aurais dit, celle-là, je crois qu'on la vendra, mais est-ce que tu crois qu'on trouvera une maison? Parce que j'ai peur qu'à force d'aller et de revenir comme tu l'as fait, puis que maintenant tu vas recommencer à le faire, j'ai peur qu'on ne trouve pas la maison.